Donc maintenant, je vous présente un deuxième ratio de valorisation, qui c'est les prix de l'entreprise divisé par son actif net. Donc imaginez qu'on a tous les actifs de l'entreprise, les bâtiments, les terrains, etc. On divise la valeur de tous ces biens par rapport à la quantité d'actions disponibles dans les marchés. Donc là, on va voir l'actif net par action. Donc ces ratios, c'est les ratios qui permettent de comparer la valorisation de la société en bourse, c'est la capitalisation, par rapport à la valorisation comptable, c'est vraiment les actifs de l'entreprise, c'est qu'elle possède vraiment comme terrain, bâtiments, machines, etc. Donc si on fait la valeur de capitalisation en bourse de l'entreprise divisé par ses actifs nets, on va trouver un ratio qui dans la théorie était censé avoir la valeur 1. Pourquoi 1? Parce que la valeur de l'entreprise en bourse, la capitalisation, était censée avoir la même valeur que les actifs nets de l'entreprise. Mais on sait qu'une entreprise possède des autres types de biens que c'est difficile de mensurer la qualité et la valeur, comme les managements, les pouvoirs de la marque, etc. Du coup, c'est normal pour les actions cotées en bourse d'avoir une valeur plus élevée que 1. 1, ça serait la valeur juste si on fait vraiment les valeurs des biens tangibles par rapport aux valeurs de capitalisation en bourse. Et les entreprises qui ont ces ratios avec une valeur inférieure à 1, on dit que les entreprises elles sont sous-cotées. Mais normalement, à nouveau, les entreprises qui sont sous-cotées, qui ont ces ratios avec une valeur de 0,5, 0,8 ou 0,7, normalement, elles passent pour des problèmes financiers où la tendance des investisseurs est faible par rapport à la qualité de cette entreprise dans un futur proche. Maintenant, je vais parler des ratios de profitabilité des entreprises. Donc d'abord, on va voir la définition. La profitabilité est la capacité de l'entreprise de générer un résultat par son activité. Les ratios de profitabilité sont des ratios préférés des grands investisseurs comme Warren Buffett, Joe Greenblatt et Peter Lynch. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite par rapport aux portefeuilles de Warren Buffett en 2020. J'ai analysé chaque secteur, entreprise, et je parle beaucoup des ratios de profitabilité là-bas. Donc on commence avec les ROI, c'est les Return on Equity, en français c'est les retours sur les capitaux propres. Et par définition, on fait la division entre la recette nette et les capitaux propres de l'entreprise. Les capitaux propres, c'est les calculs entre les actifs moins les passifs de l'entreprise. C'est vraiment la richesse qui reste de l'entreprise. Si on divise la recette que l'entreprise génère pendant un an par rapport à ses capitaux propres, on obtient la valeur des retours sur les capitaux propres. C'est un des ratios plus importants des qualités de l'entreprise. Il estime combien l'entreprise arrive à générer des résultats et des richesses par rapport à ses propres moyens. Une entreprise avec un retour sur les capitaux propres très élevé ont la tendance de performer beaucoup mieux que les entreprises avec un ratio faible de retour sur les capitaux propres. Normalement, on souhaite investir sur les entreprises qui ont au moins un ratio de retour sur les capitaux propres de 7%. Le deuxième ratio de profitabilité qu'on va voir aujourd'hui, c'est les ROA, c'est les Return on Assets, c'est les retours sur les actifs de l'entreprise. À la place de diviser la recette nette par rapport aux capitaux propres, qui c'est les actifs moins les passifs, on va diviser directement par rapport aux actifs de l'entreprise. Donc on ne va pas considérer les dettes dans ce calcul. De cette manière, on peut mesurer combien l'entreprise est capable de générer des richesses par rapport à ses biens. Dans la littérature financière, il y a un consensus que les valeurs des retours sur les actifs doivent être d'au moins 5%. Je vais laisser l'étude ci-dessous la vidéo. Vous pouvez cliquer pour lire l'article complet. Un troisième ratio de profitabilité, c'est les ratios des marges d'exploitation. Donc la marge d'exploitation par définition, c'est la division de l'EBIT de l'entreprise par rapport aux chiffres d'affaires. C'est quoi l'EBIT? EBIT vient d'anglais que c'est Earnings Before Interest and Taxes. En français, ça serait la recette avant de payer les intérêts et les taxes au gouvernement. Donc vous pouvez voir ici un tableau simplifié d'un compte des résultats que j'ai créé pour donner cet exemple. Une entreprise elle a les chiffres d'affaires, après elle a les coûts des ventes, des dépenses opérationnelles pour vendre les produits. Si on fait les chiffres d'affaires moins les coûts, on obtient les résultats d'exploitation. Après la dépense générale d'administration, si on fait ces résultats d'exploitation moins les dépenses, on obtient l'EBITDA. EBITDA, c'est les résultats avant de payer les intérêts, les taxes, les dépréciations et les amortissements de l'entreprise. Une fois qu'on paye les dépréciations et amortissements des équipements, etc., ça reste encore à payer les intérêts et les taxes. Si on divise ces résultats avant de payer les intérêts et les taxes par les chiffres d'affaires, on obtient la marge d'exploitation. C'est une marge qui montre la capacité de générer des profits, de générer des recettes à partir de l'activité de l'entreprise. On ne considère pas les paiements des intérêts et des dettes et les taxes que l'entreprise doit payer au gouvernement. On souhaite avoir une marge d'exploitation de minimum 6% pour que l'entreprise puisse profiter d'une bonne rentabilité à long terme. Un autre ratio très important, c'est la marge nette. La différence entre la marge nette et de la marge d'exploitation, c'est que la marge nette, on va diviser les résultats finaux de l'entreprise par rapport aux chiffres d'affaires.
Pour la marge d'exploitation, on avait divisé les bits par rapport aux chiffres d'affaires. C'est quelle la différence? Pour avoir les résultats nets, on doit payer les intérêts et on doit payer les taxes au gouvernement. On doit bien analyser la marge d'exploitation et la marge nette, car il y a des entreprises par exemple qui ont une marge d'exploitation de 10%, par contre la marge nette c'est 1%. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle paye trop d'intérêts par rapport à ses dettes et elle paye beaucoup de taxes au gouvernement, c'est que ça fait rester presque rien comme résultat net. Donc, la marge nette est un bon ratio pour analyser vraiment la profitabilité finale de l'entreprise. Donc, c'est la division de la recette nette par rapport aux chiffres d'affaires. On souhaite avoir une marge nette de minimum de 4% pour assurer la profitabilité à long terme de l'entreprise. Pour terminer les ratios de profitabilité, il est important de connaître la croissance des bénéfices nets par action. Imaginez qu'une entreprise commence à avoir chaque année plus de bénéfices. Si elle a une tendance d'avoir une croissance de ses bénéfices, les bénéfices nets par action de chaque année vont augmenter aussi. Ça montre une tendance d'augmentation des chiffres d'affaires, des marges et des résultats de l'entreprise. Donc, il est très important de comparer les bénéfices nets par action, que c'est la recette nette de l'entreprise divisée par la quantité d'actions, année après année. Ici, j'ai mis les dividendes yield dans les ratios de profitabilité, juste parce que je vais considérer que les dividendes versés vers les actionnaires, c'est un type de richesse créée par l'entreprise. Si on fait les dividendes versés de 1,50 € divisé par les prix de l'action que c'est 30, on arrive à trouver un rendement de 5%. Donc, ce qu'on appelle en anglais des dividendes yield, c'est les rendements en France de l'entreprise. Même les investisseurs qui ont besoin des rendements des entreprises pour vivre des dividendes, pour avoir une rente passive, ils doivent aussi analyser les autres données de l'analyse fondamentale d'action. Regarder seulement un ratio, c'est une erreur énorme. Une action peut chuter par exemple 50%, c'est que ça fait son dividende yield augmenter, car vous pouvez voir que les prix de l'action fait partie des dénominateurs de ce calcul. Donc une fois que les prix de l'action tombent, ça fait la valeur des rendements augmenter. Un investisseur peut penser que ça c'est bien, mais ça dépend de chaque cas. Les prix de l'action peuvent tomber car l'attendu sur les futurs de l'entreprise ou les derniers résultats de l'entreprise, ils ne sont pas si bien comme l'était dans l'attendu des investisseurs. Maintenant, je vais vous parler de la dernière catégorie, c'est les ratios de solvabilité de l'entreprise. Donc maintenant, on va parler des dettes. Donc un des ratios plus importants qu'on utilise, c'est la dette nette par capitaux propres. Et c'est quoi la dette nette? Pour arriver au résultat des dettes nettes, il suffit de faire le total des dettes que vous avez moins la réserve d'argent que vous avez, que vous pouvez utiliser pour payer une partie de la dette. Donc là, on arrive à la valeur des dettes nettes. Donc, si on va diviser la dette nette par rapport aux capitaux propres, c'est la valeur des actifs de l'entreprise moins les passifs. Donc, c'est vraiment la richesse qui reste de l'entreprise une fois qu'on paye toutes les dettes, qu'on fait tout ce qu'elle possède moins ce qu'elle a comme dette. Ces calculs doivent donner les ratios des dettes nettes sur les capitaux propres et on souhaite investir normalement sur les entreprises qui ont ces ratios avec une valeur inférieure à 0,5. Toutes les entreprises qui ont ces résultats inférieurs à 0,5, elles ont une bonne santé financière. Comme les assurances, elles peuvent avoir des dettes beaucoup plus élevées et ça c'est pas grave. Si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport aux ratios plus importants à regarder pour les entreprises financières, car elles sont un peu différentes des autres types d'entreprises, laissez un commentaire ci-dessous la vidéo. Le deuxième ratio qu'on va voir par rapport aux dettes, c'est la dette nette sur l'EBITDA. Comme on avait vu aujourd'hui, les l'EBITDA sont les résultats qu'on obtient avec l'entreprise avant de payer les intérêts, avant de payer les taxes et aussi avant de considérer la dépréciation et amortissement des biens et des machines de l'entreprise. Donc, amortissement et dépréciation, c'est la perte qu'on a avec les vieillissements des équipements, des matériels, etc. Donc, si on divise la dette nette par l'EBITDA, normalement, on doit trouver un résultat inférieur à 2,5. Les entreprises qui ont ces ratios avec une valeur inférieure à 2,5 montrent une forte santé financière. Normalement, on utilise la valeur des dettes nettes sur EBITDA pour les entreprises qui ont un grand rendement. Donc, les entreprises qui ont par exemple un retour sur les capitaux propres très élevé, il est plus intéressant d'analyser la dette de l'entreprise par rapport à la recette qu'elle est en train de générer, que c'est l'EBITDA, qu'utiliser les ratios des dettes sur les capitaux propres par exemple. Ici, on termine notre analyse des ratios de l'analyse fondamentale. Dans la conclusion, j'ai mis qu'on ne peut pas oublier les 3 règles principales, c'est qu'il ne faut jamais analyser un seul ratio pour juger une entreprise. On doit comparer les ratios parmi les entreprises dans le même secteur. Les critères qualitatifs doivent être analysés aussi. Donc, par exemple, on n'a pas parlé des managements, marque chère, une marque forte, etc. Mais ce sont des critères qu'on ne peut pas négliger. Donc, les ratios de l'analyse fondamentale d'action, il sert aussi à filtrer toutes les entreprises qu'on a dans la bourse française, qui sont environ 750. Comme ça, on peut arriver à un nombre d'entreprises beaucoup plus faible et ça va être plus facile d'analyser les entreprises qu'on va mettre dans notre portefeuille. Je vais savoir c'est quel ratio que vous ne connaissez pas et que vous trouvez que c'est très important pour faire l'analyse fondamentale d'action. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je m'appelle Michael Ravaneda et je vous dis à la prochaine.